Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Est-ce que vous aussi, les nuits avec vos enfants sont chaotiques ? Parce que moi, oui, j'avoue un peu encore de temps en temps. Je ne parle pas forcément avec des tout petits bébés qui ont des réveils physiologiques normaux, mais avec des enfants de plusieurs années ou pas, qui continuent de se réveiller la nuit et perturbent l'équilibre familial. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dr Madia Elafi, pneumologue, allergologue et médecin du sommeil. Préparez-vous à une conversation qui va vous éclairer comme jamais sur les problématiques de sommeil que rencontrent vos enfants. D'ailleurs, j'ai moi-même changé déjà une chose après cet enregistrement. J'ai une de mes filles qui avait de l'énurésie ces derniers temps. J'ai fait une chose simple, mieux lui laver le nez le soir et évidemment, depuis, elle ne se réveille plus et son énurésie a disparu. Si j'avais su que les pipis au lit pouvaient aussi être liés au nez encombré, ça m'aurait sauvé quelques nuits, je vous l'assure. Bref, vous l'avez compris, cet épisode va vous apporter des solutions concrètes et une envie d'explorer les problématiques potentielles de votre enfant via le prisme des allergies, des bronches et de la santé environnementale de vos enfants. Dr Madia Elafi a aussi développé une application sommeil de marmotte pour vous accompagner chez vous et transformer les nuits de vos enfants et les vôtres. Il y a même un livre, on vous met les liens dans les notes de l'épisode. Partagez cet épisode, inondez vos groupes WhatsApp, passez le mot à vos patients et patientes parce que des enfants qui dorment bien, ça change tout dans leur comportement et des parents qui dorment bien, ça change tout dans leur intensité envers les enfants, pour pas dire parfois agressivité, j'en ai fait partie, donc aucun jugement là-dessus quand on ne dort pas, c'est une question de survie, c'est difficile. Bref, je suis ravie de vous proposer de cet épisode, vraiment, et si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast parce qu'on vous a envoyé cet épisode, bienvenue dans la matrescence. Ici, on explore le monde des parents, on essaye de répondre à une multitude de questions qu'on se pose au quotidien pour vous donner des clés concrètes et vous redonner du pouvoir, c'est le plus important. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Madia. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de te recevoir dans notre studio, je tiens à le dire parce que c'est la première fois qu'on accueille une invitée, donc merci d'être la première à inaugurer cet espace qui est que pour nous, pour la matrescence, donc merci beaucoup. Et moi je te remercie parce que je suis ravie d'être invitée à la matrescence et d'inaugurer vos nouveaux locaux. Donc, merci encore pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors ma première question, j'aime beaucoup demander ça à chaque fois, c'est pourquoi tu as voulu devenir médecin ? Ça c'est une excellente question. En fait, je pense que ça revient à la toute petite enfance. J'ai une petite sœur qui a eu des gros problèmes d'allergie, d'asthme, qui est partie quand elle avait 5 ans à Font-Romeu. D'ailleurs, tu vois, c'est pas très loin de là où j'habite maintenant. Nous, on habitait en région parisienne. Et donc, est-ce que j'ai associé ça, tu vois, ces problèmes de santé, puis les miens, en fait, que j'ai appris plus tard, au fait qu'il fallait prendre soin. Et donc très rapidement, j'ai dit, quand on remplissait, tu sais, à l'école, qu'est-ce qu'on veut faire comme métier plus tard, je mettais médecin. J'avais pas de figure de médecin dans ma famille. Moi, je viens d'une famille très populaire. J'ai grandi dans les quartiers de la banlieue parisienne. Donc, je pense que ça vient probablement de là, ouais. C'est génial, en vrai, de me dire que ta petite sœur, ça t'a déclenché une vocation. Ouais. D'autant plus que, tu vois, quand j'ai commencé médecine, je m'étais pas dit pneumologue.
Et au final, au moment de choisir sa spécialité, j'ai choisi la pneumologie. Et quand j'ai continué mes surspécialisations, j'ai pris l'allergologie. Et tu vois, ça rejoint cette histoire familiale finalement. Bah ouais, ce que j'allais te demander, pourquoi est-ce que tu t'es spécialisée là-dedans, dans les troubles, l'allergologie et ensuite les troubles du sommeil, ça vient d'où Tout le monde fait pas ça, évidemment, en médecine. Complètement. Alors, l'allergologie, parce que quand j'ai quitté l'hôpital et que je suis arrivée à Albi, je suis arrivée sur un cabinet où mes collègues, eux, étaient allergologues, ils faisaient beaucoup d'allergologie. Et donc, j'ai pas voulu m'improviser allergologue. Donc, c'est vrai que nous, dans la pneumologie, avec l'asthme, on a quand même besoin de bien connaître l'allergologie, et donc de façon beaucoup plus spécifique que ce que j'avais appris pendant mes études de pneumo. Donc, je suis arrivée avec mes 4 gosses sous le bras, dans une activité complètement nouvelle pour moi, puisque je quittais l'hôpital et un CHU pour m'installer en clinique. Et je me suis dit, je passe le DU d'allergologie, parce que comme ça, au moins, je saurais de quoi je parle. Et je regrette pas, parce que du coup, ça m'a ouvert tout un pan de patients, de patientèle. J'ai une patientèle très jeune, du fait de cette surspécialisation, l'allergologie. Et les problèmes de sommeil sont venus par le biais de mes enfants. Ah oui, ça me rassure. Et donc, ça va rassurer beaucoup, beaucoup de parents, parce qu'effectivement, on nous apprend pas, on n'a pas l'école des parents, on a la matrescence maintenant, mais moi, je l'avais pas à l'époque. Donc, on a les cours de préparation à l'accouchement, donc on nous apprend comment faire le jour J. Mais après, t'es jeté dans le grand bain. Et on est tous pareils, c'est-à-dire que moi, pendant mes études, j'avais appris la pédiatrie dans les grandes pathologies de la pédiatrie. Mais je ne savais pas du tout comment faire pour le sommeil de mes enfants. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré. J'ai galéré pour l'allaitement, j'ai galéré pour le sommeil, j'ai galéré pour beaucoup, beaucoup de choses. Jusqu'à ce qu'un jour, j'assiste à un topo. Donc à l'époque, moi, je m'occupais d'enfants qui avaient la mucoviscidose, et John qui avait la mucoviscidose était dans un congrès, et il y a un médecin qui fait un topo sur les apnées du sommeil de l'enfant, le sommeil de l'enfant et les troubles du sommeil de l'enfant. Et là, en fait, je raconte souvent chaque slide, chaque diapo, c'était mon fils. On aurait cru qu'il avait pris mon fils aîné et qu'il décrivait tous les symptômes qu'il avait eus quand il était petit. Et donc là, ça a ouvert une porte. Déjà, moi, ça m'a rassurée dans le fait que, effectivement, ce qu'on vivait, c'était pas normal. Et ensuite, quand je suis arrivée à Albi et que j'ai commencé à faire de l'allergologie, j'ai commencé à voir venir en consultation des enfants qui ressemblaient aux miens, peu ou prou, par pas mal de choses. Puisque, comme je te le disais tout à l'heure, il y a de l'allergie dans la famille, donc il y a ma petite sœur, mais finalement, mes enfants. Et donc, tout ça commençait un peu à s'emboîter, et là, je me suis plus spécialisée, je suis allée à des congrès, j'ai fait une formation, un diplôme vraiment concernant l'enfant, donc le diplôme interuniversitaire des troubles du sommeil de l'enfant. Et j'ai monté les associations, et petit à petit, c'est devenu une spécialité à part entière pour moi dans mon activité, mais qui finalement est très logique entre la pneumologie, l'allergologie et le sommeil, parce que tout ça, ça va ensemble. Et je pense que tes consultations sont remplies très rapidement, non ? Oui. Oui. Je pense que c'est un problème qui concerne beaucoup de gens, au final, beaucoup de familles, en tout cas. Complètement. Oui, tout à fait. Est-ce que l'allergologie, enfin, en tout cas, cette spécialisation, c'est au XXIe siècle quelque chose qui prend beaucoup plus d'ampleur ? Il y a de plus en plus de gens qui ont des allergies, d'enfants, où on est dans les mêmes proportions que au XXe siècle ? On est vraiment sur un énorme problème de santé publique qui passe encore trop sous les radars. On a une société française d'allergologie, un syndicat des allergologues qui est très actif à l'heure actuelle, je les salue d'ailleurs, pour essayer de faire prendre le sujet à bras-le-corps avec un livre blanc d'allergologie, avec beaucoup de communication. Parce que les chiffres sont là, l'OMS nous prévient depuis de nombreuses années, ça fait très longtemps, plus d'une dizaine d'années, que les statistiques nous disent. Dans les années 70, quand je suis née, on estimait à peu près à 7% de la population en Occident qui souffrait de troubles d'allergie. Allergie en général, respiratoire, alimentaire et autres. Que dans les années 2000, on était à peu près à 30%. Et les projections, c'est 50% de la population souffrira d'un problème d'allergie en 2050. Et si ils ont fait des projections à 2100, on sera plus là, ce sera nos enfants, nos petits-enfants. 2100, ce sera 100% de la population. Sachant que tu as des études, on avait eu pendant un congrès une de nos consoeurs allemandes qui travaille beaucoup
sur les éléments à la fois génétiques et à la fois environnementaux, sur l'exposome, sur ce à quoi sont exposés les enfants, est-ce qu'il y a des différences. Elle travaille beaucoup sur les enfants de la ville, les enfants de la campagne, ceux qui ne vivent qu'exclusivement en ville, ceux qui sont exclusivement à la campagne, qui sont au pied de la vache, quasiment, ceux qui sont entre les deux. Et elle a une étude qui était très intéressante où elle comparait les enfants de la campagne allemande qui génétiquement sont très proches de ceux qui ont immigré aux États-Unis et qui sont dans les communautés amish, qui n'ont pas la même exposition environnementale et elles n'avaient pas du tout la même proportion d'allergie et d'asthme. Ils ont quasiment pas, ils vivent comme au Moyen-Âge. Donc, ils sont pas exposés à la même pollution que nous. Ils boivent le lait au pied de la vache. C'est pas pasteurisé. Ils sont exposés aux germes, aux bactéries, aux bonnes bactéries protectrices, puisqu'on sait maintenant que ce qu'on savait pas nous quand on a commencé nos études de médecine, toute cette littérature qu'il y a autour du microbiome, du microbiote, de l'exposome, tout ça, c'est des choses qu'on ne connaissait absolument pas, qui nous ont pas été enseignées nous à l'époque. Et donc ils ont un microbiote qui est plutôt protecteur. Ils ont un mode de vie qui nous paraît curieux, puisque effectivement il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de voiture, tout ça, mais ils n'ont pas du tout de problème quasiment d'asthme et d'allergie. Donc on est sur une maladie, des problèmes de santé qui sont modernes et qui sont liés à notre mode de vie. Mais tu viens de dire quelque chose quand même, je pense qu'il faut qu'on réécoute ce que... Ouais. T'as dit que 100% de la population va avoir des 2100. Problèmes d'allergie en 2100. Ouais, 50% en 2050. Et en fait, faites des sondages, regardez, ne serait-ce que, je raconte souvent, c'est pas bien, on fait pas de stats sur sa vision, sur ses propres enfants. Il y a un truc, moi, qui m'avait frappé, c'était une soirée pyjama il y a quelques années avec ma fille. Donc j'ai 4 enfants, la petite dernière a 15 ans maintenant, et je sais pas, elle devait avoir 8-10 ans, elle invite ses copains et ses copines à la maison, et moi avec l'allergologiste, je suis un peu en stress, tu vois. Ils arrivent, je veux savoir, on avait un chat à l'époque, est-ce qu'il y en a pas un qui est allergique au poil de chat, il dormait à la maison, s'il y en a pas un qui allait me faire une crise d'asthme en pleine nuit, s'il y en a pas un qui était allergique à l'arachide, tout ça. Donc les mamans me déposaient les enfants, et il y avait les petites copines que je connaissais déjà, dont certaines étaient déjà venues au cabinet, donc je savais à quoi elles étaient allergiques. Celles qui étaient allergiques aux acariens, celles qui étaient allergiques à tout, acariens, graminées, tout ce que tu veux. Et ceux qui venaient pour la première fois, dont je demandais, les parents un peu interloqués, est-ce qu'ils sont allergiques à quelque chose. Et ben j'avais, sur les 10 gamins, j'en avais 8. Donc, ça, c'est une statistique perso, c'est pas un biais de confirmation lié au fait qu'ils étaient venus en consultation. C'était un mix des deux. C'était surtout les copains, les copines de ma fille, quoi. Moi, j'ai 3 enfants, j'en ai 2. Oui. Tu vois. Oui. Sur les 3. Et de toute façon, la troisième va l'avoir bientôt, mais j'en sais rien. C'est possible. Mais je suis sûre, il y en a 2 qui ont des allergies. Et mon mari. Moi, non, mais... Ouais. Bon, il va falloir qu'on apprenne sur ce thème, du coup, absolument, puisqu'il y a du monde qui va être concerné, et déjà du monde qui est concerné. Ouais. Et pourquoi c'était hyper intéressant ce que tu proposes, parce que il n'y a pas que l'allergie qui te concerne, c'est du coup toutes les répercussions sur la santé, et notamment donc le sommeil. Donc on va parler de ça, parce que je pense que c'est un sujet central dans les familles de tout le monde, qui a été pour toi central. Maintenant, ils dorment bien, tes enfants. Ils dorment trop. Ils dorment bien, oui, dans l'ensemble. C'est pas parfait, mais ça va. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est déjà juste un trouble du sommeil chez l'enfant ? Ça veut dire quoi ? Ça correspond à quoi ? Alors, trouble du sommeil, c'est générique, c'est tout ce qui va effectivement perturber un sommeil de qualité. Donc, comme vous l'aviez déjà vu, j'ai réécouté les podcasts de tes invités, notamment celui avec Pierre-Philippe. On a un trépied qui sont l'organisation du sommeil, c'est-à-dire la régularité, les heures de coucher, les heures de lever, l'endormissement, la quantité et la qualité. Et en fait, un trouble du sommeil, ça peut être un enfant qui a du mal à s'endormir, ça peut être un enfant qui se réveille la nuit, ça peut être un enfant qui a du mal à se lever le matin, ça peut être un enfant qui se réveille très tôt le matin, ça peut être un enfant qui dort beaucoup, mais tellement que ça en est inquiétant pour les parents. Ça peut être un enfant qui va dormir peu, mais est-ce que c'est un court dormeur ou un long dormeur, comme tu vois, génétique, ou est-ce que c'est pathologique? Est-ce que c'est un enfant qui se réveille la nuit, qui se lève, qui réveille ses parents, qui fait des cauchemars? C'est donc tout ce qui va être perturbé
Et moi, là, en tant que pneumo-allergo, je travaille surtout sur tout ce qui va être les troubles respiratoires obstructifs du sommeil, c'est-à-dire tout ce qui va être en lien avec des difficultés à respirer qui vont venir perturber le sommeil. Et c'est vrai qu'on aime avoir des recettes et des cases, mais c'est assez complexe parce que finalement, il n'y a pas un enfant qui est comme le voisin, que ce soit dans une classe, dans une ville, dans un pays, mais même au sein d'une fratrie. Moi, mes 4 enfants ont eu des troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Les 4 donc sont même papa, même maman. On a tous les 2 donc une famille avec de l'allergie, de l'asthme, des troubles respiratoires du sommeil qu'on a découvert par la suite. Et j'ai aucun des 4 qui a eu les mêmes symptômes en fait, ou la même présentation. Il y avait des choses qui étaient en commun, mais il y avait des choses qui étaient complètement différentes dans la présentation de leurs difficultés. Et des choses dont je me disais, si j'avais su, mais mon Dieu, ça m'aurait changé la vie. Parce que j'ai vécu pendant plus de 10 ans, j'ai eu 10 ans entre mon aîné et ma petite dernière, donc pendant presque 15 ans, j'ai eu des difficultés, moi, comme tu me disais sur un de tes podcasts, c'est-à-dire que quand nos enfants dorment pas bien, ça se répercute sur notre qualité de sommeil, sur notre qualité de vie, sur notre couple, sur notre vie professionnelle, sur tout ça. Moi, je me suis vue arriver à l'hôpital et puis en plus je suis une warrior, moi, si tu veux, il faut que j'ai 42 fièvres ou que je sois à terre avec 6 de tension pour pas aller bosser, quoi. C'est marrant, t'es médecin, non? Voilà. Et on est un peu dans le syndrome de Sauveur, peut-être. Et donc d'arriver en mode zombie au boulot. Parce qu'il fallait venir bosser et qu'on avait été réveillés 3 fois dans la nuit, et qu'en face, je cherchais des réponses, mais je les trouvais pas. Je les ai trouvées bien plus tard et ailleurs que là où j'avais été les chercher au départ. En fait, ton travail, c'est aussi un travail d'enquête. Parce que tu vas questionner en 360 les conditions de vie, l'hérédité ou non des enfants pour savoir où est le trouble du sommeil ou comment il se manifeste, c'est ça? Comme tu dis, il n'y a pas de case. Ah, complètement, il n'y a pas de case. Après, c'est vrai que c'est des consultations donc qui peuvent pas durer 1h30, hein, donc on va souvent à l'aide sociale. Moi, j'ai un biais de recrutement qui est que les enfants, ils arrivent soit par la case bilan d'allergie, bilan d'asthme, bilan de problèmes respiratoires, et moi, je vais toujours chercher s'il y a un problème de sommeil associé. Donc j'ai maintenant mes habitudes d'examen clinique. Déjà le petit qui passe la porte, moi il y a des enfants, ils sont en salle d'attente où ils arrivent dans le couloir et ils sont à côté de la maman et je sais déjà ce que je vais trouver. Ce que je ne savais pas quand je regardais mes propres gosses quand ils étaient petits. Hein. Quand je revois certaines photos ou certains petits films où je me dis ah ouais quand même. Il y a des signes. Ah ouais, quand même, il y avait des trucs que j'aurais dû voir à l'époque. Mais si, c'est trop rassurant de se dire qu'un médecin, tu vois, parfois n'est pas en capacité de voir sur ses propres enfants. Ah oui. Alors qu'aujourd'hui, avec l'expérience que tu as et la formation, tu sais. Donc c'est bien. Ça veut dire qu'en tant que parent, on n'est pas à la ramasse si on n'a pas vu. Complètement. Déjà, en tant que parent, moi, je déculpabilise beaucoup parce que c'est vrai qu'on s'effondre un peu en se disant, punaise, ça fait 10 ans, 15 ans, 5 ans que je me demande. Et puis, on est des êtres humains. Donc, moi, la première... je comblais ces manques par mes propres constatations. Donc effectivement, on déménage, on change de boulot. Moi, je travaillais énormément, je suis pas très présente. J'ai eu plusieurs grossesses et les arrivées des enfants. Donc, tu as toujours des explications. L'entrée à l'école. Et donc, on se raccroche à ça en se disant... il a du mal à s'endormir, il demande, mon fils aîné, il demandait, les rituels d'endormissement, c'était 1h30, si tu veux. Il fallait qu'on lise 5 histoires, parce que 1, 2, ça suffisait pas. Chanter 5 berceuses, moi j'étais au bout de ma vie, j'avais le petit qui était... Enfin, tous ces trucs-là, de se dire, mais pourquoi il lâche pas prise? Il est crevé, moi aussi, là. Il va falloir qu'on déconnecte, mais avec cette culpabilité qu'on a beaucoup en tant que mère, et puis la société qui veut qu'on soit, il faut qu'on soit forte partout. Il faut qu'on soit des mamans parfaites, il faut qu'on soit parfaite au boulot, qu'on gère le couple, qu'on n'oublie pas les copines, qu'on prenne soin de soi. Et au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc on veut tout bien faire et on se rend compte que non, la solution elle est pas là. Et le problème il n'était pas au fait que je travaillais beaucoup, même si bon, on peut toujours revenir et se dire, si j'avais su, j'aurais fait autrement. J'aurais peut-être mis
on travaille un petit peu en sourdine ou des choses comme ça, mais c'est très compliqué. Je veux dire, moi j'ai fait 10 ans de médecine, de spécialisation, je me voyais pas ne pas aller bosser, quoi. Et tu as 4 enfants. Oui. Oui. Je dis souvent, c'est soit de l'inconscience, soit peut-être que si on m'avait dit que ça se passerait comme ça, on n'aurait peut-être pas eu 4, je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que si j'ai pu mener les deux de front, c'est parce que ça, je tiens toujours à le dire quand les copines me disent « Mais comment tu fais avec un boulot et 4 enfants ?» C'est que j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet de me faire aider. Tout à fait. Donc ça, voilà. J'aurais sûrement pas eu 4 enfants. D'ailleurs, ma mère, quand je lui ai annoncé le 3e, elle m'a dit « Mais c'est pas possible !» L'air de dire « Puisque tu as les moyens de pas en avoir beaucoup, qu'est-ce que tu fais ?» C'était vraiment son À l'inverse. Ouais, vraiment à l'inverse. Qu'est-ce que tu fais? Je dis « Oui, mais maman, c'est pas pareil. » Moi, j'ai les moyens. C'était d'ailleurs une question de dire est-ce que je réduis mon temps de travail ou est-ce que je garde le même temps de travail, le même salaire pour pouvoir payer quelqu'un. Et effectivement, j'aurais pas fait les deux. C'est soit j'aurais réduit mon temps de travail, eu 4 enfants, soit gardé ce temps de travail et je n'en aurais eu peut-être que 2 ou 1, enfin. Et donc tout ça pour dire que cette culpabilité, on l'a et on se dit c'est parce que je suis pas assez présente. Et quand je leur demande à mes enfants qui sont plus grands, je leur dis alors est-ce que vous avez souffert du fait que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai pas été là? Non, ils se regardent. Alors, peut-être qu'ils feront un procès dans 10 ans, mais pour le moment ils sont mignons. Ils me disent que non et que c'est vrai que les temps passés ensemble, c'est des temps de qualité. Et ça c'est important aussi de le dire parce que des fois on peut être à la maison et être débordé par la tâche parce que d'être à la maison c'est un travail en soi qui est énorme et qui donne pas forcément toujours ce temps de qualité qu'on peut avoir aussi. Donc ça déculpabilise. Et de pouvoir dire aux parents, là vous êtes en mode survie. Si vous saviez pas, si vous aviez pas l'info, vous pouviez pas le savoir. Et c'est une des raisons qui m'a fait développer tout ça, qui fait que j'ai pris ma voiture et que je suis venue te voir, parce que ces infos-là, quand on les a, tôt, dès que nos enfants sont petits, on peut essayer d'aller chercher de l'aide et se dire bon ben il y a un truc qui cloche et c'est pas normal. Moi j'ai vu des gens arriver en consultation en me disant mais je l'entends s'arrêter de respirer la nuit et on me dit que c'est pas possible, que l'apnée chez l'enfant ça n'existe pas. On a encore fait une BD strip avec Violette, Violette Suquet qui est une illustratrice géniale et qui travaille pour l'association Sommeil de Marmotte à qui je fais faire des BD. Et en fait, toutes les BD strips qu'elle fait, qu'on publie sur notre Instagram, ce sont des enfants que j'ai vus en consultation. C'est anonymisé, je choisis un autre prénom. Mais en fait, je reprends le courrier que j'ai fait et je dis, bon, bah, cette fois-ci, on va parler de ça. Et les mots qu'on met, ce sont des mots que j'ai entendus en consultation il y a quelques semaines. Avec une maman qui te dit, mon médecin me dit, non, mais un enfant qui ronfle, c'est normal. Ou non, l'apnée chez l'enfant, ça n'existe pas. Ou c'est un effet de mode. Ou mais non, mais laissez-les tranquilles, ils vont grandir, ça ira mieux. Mais on s'arrache les cheveux. Vraiment. Tu sais, dans la médecine, le c'est un effet de mode, quand même, il revient beaucoup quand on n'a pas les compétences pour aller se dire est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou pas. Exactement. C'est dur quand on est en face le patient de se dire mais concerné, je crois pas que ce soit un effet de mode là, je sens qu'il y a quelque chose derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer clairement ce que c'est l'apnée du sommeil chez l'enfant, comment ça se caractérise et à quoi ça, quels sont les signaux qu'on doit aller regarder si on est parent? Alors, souvent, j'explique que on essaye d'utiliser le terme trouble respiratoire obstructif du sommeil parce qu'en fait, les enfants, on les entend assez peu, nous parents, et même quand on les enregistre, faire des arrêts complets de la respiration. Donc, pour simplifier, il faut bien vous dire que votre enfant, quand il respire la nuit, vous ne devez pas l'entendre respirer. C'est-à-dire, tu rentres dans la chambre de l'enfant. Moi, ma petite dernière, je dis souvent ça, quand elle a été opérée, puisqu'ils ont été opérés tous les 4, je suis rentrée dans sa chambre et je me suis approchée et j'ai mis mon oreille près de son nez pour l'entendre faire. D'accord ? Donc, un enfant, ça doit pas faire de bruit quand ça respire la nuit. Et le trouble respiratoire obstructif, c'est tout ce qui va venir gêner la respiration. Donc, ça peut être une respiration un peu laborieuse, un peu bruyante, comme des ronflements de sonneurs de grand-père et de grand-mère. Et cette difficulté à respirer, ça va fragmenter le sommeil, ça va hacher le sommeil. C'est un peu comme si tu avais un petit Jiminy Croquette, un petit copain sur l'épaule, la nuit, qui veille sur toi.
et qui au bout d'un moment se dit non mais c'est bon, ça suffit, là, respire normalement. Et donc les enfants, ils n'ont pas forcément des arrêts de la respiration, il peut y en avoir, hein, mais ça va être une respiration laborieuse, des fois bouche ouverte, et au bout d'un moment, un micro-éveil. Et ce micro-éveil, il peut durer une fraction de seconde. Il va pas forcément se réveiller complètement. Mais si ça arrive 10, 15, 20 fois par heure, on imagine toutes les conséquences que ça va avoir sur la nuit et sur la journée. Donc, les éléments que les parents vont pouvoir surveiller, il y a beaucoup de symptômes. Tous les enfants vont pas tous les avoir. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut pas se rassurer avec les symptômes négatifs. C'est de se dire, non, mais moi, mon enfant, il ronfle pas. Ou mon enfant, il se réveille pas la nuit. Ou moi, je le pose, il s'endort, et puis il se réveille le matin, tout va bien. Non, il faut se dire, qu'est-ce qui est pas normal? Si ton enfant, tu le couches, il s'endort sans aucun problème, il se réveille pas la nuit, le matin, il est frais et dispo, la journée, il fonctionne bien, tout va bien. Là où on se pose des questions, c'est quand il y a des difficultés. Donc, des enfants qui ont du mal à s'endormir, à lâcher prise, qui font des crises de nerfs, ou qui s'endorment mais qui font du bruit la nuit en respirant, qui ont un sommeil agité, qui bougent beaucoup. Un enfant qui transpire la nuit. Transpire pas la nuit. Surtout au niveau de la tête, au niveau de la nuque, il y en a qui sont trempes, des fois les parents les changent. Des enfants qui se lèvent pour aller faire pipi. Des enfants qui vont faire pipi au lit. Des enfants qui vont avoir tout ce qu'on appelle les parasomnies, mais qui vont être très fréquentes. Alors, un cauchemar de temps en temps, une terreur nocturne, un peu de somnambulisme, je grince des dents, je parle la nuit. Quand ça arrive une fois de temps en temps, comme le nez pris parce que on a un virus, on est enrhumé, donc on ronfle un peu, c'est pas grave. C'est la chronicité, c'est la répétition. Un enfant qui fait tout le temps des crises de somnambulisme, des cauchemars, des terreurs nocturnes, qui parle systématiquement, qui grince des dents, mais très souvent, tout le temps, c'est une occurrence. Ça veut dire que c'est trop fréquent. Si c'est trop fréquent, c'est souvent qu'il y a un problème de sommeil sous-jacent. C'est des choses qui vont mettre la puce à l'oreille. Un enfant qui va se lever la nuit, qui va réclamer à boire parce qu'il a soif, c'est souvent qu'il respire bouche ouverte. Qui va tomber de son lit tellement il bouge, ou qui va se lever, qui va venir vous réveiller, ou que le matin on a du mal à le sortir du lit, qui se plaint d'avoir mal à la tête au réveil, ou qui est debout avant tout le monde. Tu vois, c'est un peu contrastant, hein. Il y en a, à 5 heures du mat, ils sont debout, et puis waouh, ça dépote, ils sont hyper actifs, et ils sont claqués directement TDAH. Alors qu'en fait, cette hyperactivité dans la journée, c'est le pendant de la somnolence chez l'adulte. C'est-à-dire, l'enfant, il est très rarement somnolent. On peut avoir des enfants somnolents, ça peut arriver, surtout à l'adolescence. Ça va être des enfants qui vont être tellement fatigués qu'ils peuvent s'endormir un peu en classe. La maîtresse va dire je le vois piquer du nez, ou je le trouve très fatigué, ou des enfants qui disent qu'effectivement, début d'après-midi, c'est un peu compliqué de rester éveillé. Ou en voiture, dès qu'on les pose en voiture, ils s'endorment. Mais sinon, le plus souvent, ils sont plutôt speed. Et c'est, moi, mon fils aîné, je l'appelais l'aspirateur à bêtises. Donc j'ai fait le lien plus tard, mais quand on arrivait quelque part, comme ici, si tu veux, moi j'essayais de repérer la connerie qu'il allait faire, parce que sinon, il a repéré avant moi, et tu pouvais être sûr qu'il allait la faire. Aller choper tous les CD, les mettre par terre, attraper je ne sais pas quoi, enfin... Oh, j'en ai une comme ça, moi. Je vois de quoi tu parles. Et alors moi j'avais les 2 aînés qui étaient comme ça, donc j'ai des souvenirs, tu vois, émus on leur avait fait faire, on en reparlait encore avec mon mari l'autre jour, on leur avait fait faire un stage de cirque. Donc on habitait Caen à l'époque et c'était près de la mer, donc c'était un quart d'heure dans la maison, donc je les déposais et puis bon, ils étaient censés faire leur stage pendant que moi je bossais à l'hôpital et ils nous ont appelés en nous disant ils sont juste infernaux tous les deux ensemble, là c'est pas possible. Et donc on les avait pris en leur disant écoutez, c'est pas là, on a payé le stage, on n'a pas d'autre mode de garde, donc il va falloir vous tenir à carreau parce que là ça va pas être possible. Ou d'arriver sur la plage avec mon petit troisième là en porte-bébé, et j'en ai un qui est parti à droite et l'autre qui est parti à gauche. Et là tu dis, je cours après lequel? Donc jusque-là, ça peut paraître normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est des enfants. Ce sont les... Et c'est difficile de savoir où est la normalité, où est la pathologie. Là où c'est comme dans le trouble de l'attention hyperactivité. On pathologise, on va aller chercher des soins. Si ça pourrit, je mets des guillemets, mais c'est pas joli, mais c'est vraiment ça, la vie de tout le monde. Si ça met l'enfant en danger, si ça met sa scolarité en péril, si ça épuise toute la famille,
Parce que là, on se dit: «Oui, non, c'est pas juste un enfant un peu turbulent, c'est pas parce que c'est un garçon de 3-4 ans», des choses comme ça. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui va pas bien. Et ça peut être donc des difficultés à l'école, c'est-à-dire que dès la maternelle, ça peut être des enfants qui sont agressifs avec les autres enfants, qui ont du mal à tenir le cadre, qui ont du mal à se poser sur une activité. Et après, quand on est en âge scolaire, on va voir arriver des enfants qui vont avoir des suspicions de troubles de troubles de l'attention avec hyperactivité, de difficultés scolaires, de 10. Et en fait, les multi-10 ou les 10, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie, et puis les enfants qui ont multi-10, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs 10, dyscalculie et autres, ce sont des difficultés d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on est descriptif. On ne connaît pas forcément la cause, on ne sait pas ce qui ne va pas dans ce qu'on appelle le chapeau des troubles du neurodéveloppement. On sait qu'il y a des difficultés au niveau du développement du cerveau, et on ne sait pas forcément quelle est la cause principale, à quel moment c'est arrivé. Nous, ce qu'on sait dans le monde du sommeil, c'est que ce sommeil, il est très important, justement, pour encoder des apprentissages qui soient moteurs. Là, c'est lacet, marcher, courir, sauter, et tous les apprentissages qu'on va avoir tout au long de notre vie, et notamment dans ces premières années de vie, et que le cerveau se nettoie la nuit, et il va faire le tri dans ses apprentissages, et se dire, bon, ce truc-là, j'ai pas besoin de le garder, c'est pas très important, poubelle, ce souvenir-là, je m'en fiche, et puis ça, si, la maîtresse me l'a répété 4 fois, pour faire le A, il faut faire comme ça, pour faire le lacet, il faut faire comme ça, donc ça, on me l'a répété plein de fois, donc ça, je vais le consolider. Et pareil pour les émotions. L'hyperémotivité, l'hypersensibilité, l'intolérance à la frustration, les colères disproportionnées. Moi, j'ai mon second, dès que tu lui disais un truc, dès qu'il était un peu contrarié, ça partait en vrille, il me faisait des colères, mais disproportionnées. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'était là. Tu te dis, mais pourtant, on essaye de tout bien faire comme il faut. Et qu'est-ce que j'ai fait pour tirer ce numéro-là, quoi? On se disait des fois, bon, où est-ce qu'on a laissé le carton? Est-ce qu'on a gardé la garantie? Est-ce qu'on peut le renvoyer, celui-là? Qui est-ce qui va bien vouloir nous le reprendre? Est-ce qu'il est encore sous garantie? Ou de se dire, je me rappelle une fois, j'avais pris tous les 4 en leur disant, écoutez, je vais vous mettre en vente sur eBay. C'était l'époque d'eBay. Vous voulez rester ensemble? Ou je vous vends séparément? Et en me disant, c'est pas possible. Et en fait, mon second, quand il a été opéré, quand j'ai fini par me dire, bon. Donc tu peux dire l'opération, c'est une opération des... Donc il a été opéré des végétations et des amygdales. Donc une des causes principales de gènes respiratoires chez l'enfant qui est liée à ces problèmes d'allergie et de pollution, on va y revenir sûrement. Et donc le jour où j'ai fini par me dire, bon allez, il faut que je l'emmène chez l'ORL, et je lui pose la question et que je lui demande de l'opérer, l'ORL c'était un collègue du CHU, c'était pas du tout son domaine d'expertise, on va dire. Il me l'a pris, tu sais, genre entre collègues, quoi, pour te rendre service. Bon, ok, je vais te l'opérer, ton gamin. Lui, il faisait plutôt de la cancéro, donc c'était du style, il avait regardé les amygdales, il m'a dit, bon, ok, si tu veux. Et en fait, quand il l'a opéré, il m'a dit, ah oui, quand même, c'était pas du luxe, hein, parce qu'en fait, au niveau des végétations, ben, en fait, ça coinçait 100% de la couenne, c'est-à-dire 100% de l'espace était pris par les végétations. En fait, je sais pas comment il respirait, mon gosse. Et les amygdales de face, effectivement, quand je lui ai tiré la langue, elles étaient pas énormes. Il me dit, finalement, sur la table d'opération, les amygdales, au niveau de leur pôle inférieur, donc plus bas que la langue, ce qu'on peut pas voir quand on regarde de face, elles se touchaient. Donc mon petit bonhomme qui me faisait des crises proportionnées, c'était parce qu'il dormait mal. Et mon fils, donc à l'époque, déjà tout petit, il tétait tout le temps. Ma belle-mère m'a dit très gentiment, coucou belle-mère, on a vu à quoi il ressemblait que quand il a été sevré, parce qu'il était tout le temps... Au sein. Très difficile à sevrer, très difficile à faire manger. Il fallait que je lisse tout. Il supportait pas les morceaux. Enfin, ça a été très très compliqué. Mais moi, tout ça, en fait, il y a qu'après que j'ai mis le puzzle. Et tout ça, si j'étais arrivée en disant... Et puis en plus, c'est des choses, j'en parlais même pas au pédiatre, si tu veux. Parce que je crois que j'y allais, on faisait les vaccins, on faisait autre chose, et puis il grandit, il pousse, pas de problème. Mais au final, je me suis adaptée. Il fallait lui lisser, je le lissais. Ma fille, à 4-5 mois, elle mangeait comme nous, quoi.
Et toutes ces choses-là, en fait, il a été opéré à 5 ans et demi, mais en fait, c'était tout petit qu'il aurait dû être opéré. 18 mois, 2 ans déjà, j'avais des soucis. Donc, c'est difficile de donner un tableau complet. C'est pour ça que c'est important d'avoir en tête quelles sont les difficultés et de à chaque fois lever se poser la question de est-ce qu'il y a un trouble du sommeil? Parce que quand il y a des troubles de l'attention hyperactivité, par exemple, on va effectivement mettre en place tout ce qu'il faut pour aider ces enfants-là et c'est super, hein. Il y a des neuropsychologues, des neuropédiatres, des psychiatres, tout ça. Mais on sait que on peut avoir un TDAH et des troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Est-ce que c'est parce qu'il y a ces troubles respiratoires obstructifs du sommeil depuis qu'ils sont bébés quasiment, qu'ils ont un TDAH qui est marqué? Ou est-ce que c'est un facteur aggravant parce qu'il y a des causes communes environnementales, d'exposition materno-fétale, qui font que les enfants, moi j'ai des parents, des fois, ils me disent, on est rentré de la maternité, déjà, je l'entendais ronfler, respirer fort. Tu vois? C'est-à-dire que l'enfant, il a même pas eu le temps d'être exposé lui-même à quelque chose. Déjà, pendant la grossesse, il s'est passé des choses. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement à quoi on peut être exposé? Qu'est-ce qui serait la source des problématiques d'allergie et comment ça a une répercussion sur le sommeil? Parce que je pense que on comprend les amygdales, l'obstruction, tu nous parleras aussi de la bouche, la dentition, la langue, mais pourquoi les allergies impactent le sommeil? Et donc du coup, Oui. ça vient d'où? Et la pollution. Alors, si on prend l'allergie et le sommeil, quand on a une allergie respiratoire, ça commence, on a la même muqueuse entre le nez et les bronches, donc entre ce qu'on appelle la rhinite allergique et l'asthme. Quand on a une allergie, on va prendre l'allergène le plus fréquent chez l'enfant, le premier qu'il rencontre dans son lit, c'est l'acarien. On va avoir une réaction entre les cellules de l'immunité qui vont reconnaître l'acarien et l'acarien. Ça va donner une réaction inflammatoire, et la réaction inflammatoire, c'est taillot, on a toute l'artillerie qui arrive et qui va se battre et qui va faire qu'il va y avoir plein d'inflammations, ça va faire gonfler la muqueuse et donner des sécrétions. Qui dit que la muqueuse gonfle et qu'il y a des sécrétions, dit que au lieu d'avoir de la place pour respirer, on a des cornets à l'intérieur du nez qui permettent de filtrer, réchauffer, humidifier l'air, mais ils sont trop gros. Si nos végétations qui sont là pour nous défendre contre les infections et toutes les agressions, et nos amygdales pareil, sont surstimulées à la fois par ces réactions allergiques et à la fois par toute la pollution de l'air et tout ce qui va être agressif dans l'air, elles vont être surstimulées. Et donc, une muqueuse qui est trop gonflée, des végétations qui sont trop gonflées, des amygdales qui sont trop gonflées. Je donne souvent l'image de ton robinet dans la cuisine. S'il est encrassé à l'intérieur, ça va avoir du mal à couler, tu vas avoir un tout petit filet. Mais là, c'est pareil. Si à l'intérieur, c'est tout gonflé, je vais être obligée de forcer pour respirer, surtout quand je suis allongée. Si je suis obligée de forcer pour respirer, mon cerveau, régulièrement, il va me dire « réveille-toi, respire ». Et donc là, tu as le lien entre la pollution qui va venir agresser les muqueuses et qui va augmenter le risque de devenir allergique, puisqu'on sait que quand on a de la pollution de l'air, qu'elle soit extérieure ou intérieure, on va augmenter la possibilité aux allergènes de provoquer une réaction allergique. Et donc, on va avoir des réactions allergiques qui sont plus précoces, qui arrivent plus tôt dans la vie, qui sont plus intenses, qui sont plus nombreuses. Et ça explique l'explosion d'enfants qui souffrent de ces troubles respiratoires obstructifs et des problèmes d'apprentissage, de comportement, de croissance que l'on a chez nos enfants et qui sont mal étiquetés ou insuffisamment étiquetés et comme très souvent dans notre société, renvoyés à une responsabilité individuelle avec, comme on comprend pas, c'est forcément de la faute des parents et de la mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que et c'est pas pour dire du mal de mes collègues, que ce soit les personnes qui s'occupent dans la petite enfance, en crèche, à l'école, les maîtresses, les parents, tout ça. On ne trouve que ce qu'on cherche, c'est ce qu'on connaît. Donc, moi, la première, quand je connaissais pas, j'ai cherché les explications là où je pouvais les trouver. Et c'est pareil pour les maîtresses d'école quand elles disent à des parents « Non mais là, faut le coucher tôt, faut la coucher tôt, c'est quoi Elle arrive à l'école, elle est déjà fatiguée, elle est cernée, ils ont l'impression que tu fais la nouba toute la soirée avec les enfants, alors que les parents te disent « Mais je vous jure, docteur, à 20h, elle est couchée. »
Et elle fait 20h, 8h. Et pourtant, quand je l'amène à l'école, elle est crevée, elle s'endort dans la voiture. Dès que je lui dis le moindre truc, ça part en vrille, elle s'énerve, et ainsi de suite. Pour faire le lien, il faut savoir qu'il y a un lien. Et pour la pollution, c'est pareil. C'est-à-dire que, pour revenir à mon expérience personnelle, bon, mon fils aîné, on était à Paris. J'étais chef de clinique. Et donc, on était tout contents. On a eu, grâce au travail de mon mari, un appartement au but de Chaumont, juste au-dessus du parc. Un appartement dans lequel, tout de suite, on a installé sa chambre. Il avait quelques mois quand on a déménagé. Il y avait de la moquette partout. On était locataire, on n'a pas enlevé la moquette qui datait peut-être de Mathusalem. Et on est allé chez un vendeur de matériel de puériculture et on a acheté tout le matériel de puériculture et on l'a mis dans sa chambre. Et moi, en plus, j'ai fait la peinture, j'étais encore en congé mat, je sais plus. Enfin, j'ai fait la peinture dans l'appartement. Donc, j'ai acheté de la peinture, composé organique volatile. Matériel de puériculture tout neuf, composé organique volatile. Mon petit dans le transat à côté pour pouvoir gazouiller avec et jouer avec pendant que je faisais la peinture. Si tu veux, maintenant que j'ai appris tout ce que ça causait en termes d'environnement et de problèmes pour la santé, j'en suis malade. Tu vois, j'en suis malade. Et je me dis, bah oui, effectivement, mon petit, de mes 4 enfants, c'est celui qui est le plus polyallergique. Il est allergique à tout. D'ailleurs, il était à la maison hier, je lui ai dit, est-ce que je peux parler de tes problèmes de santé dans un podcast, tout ça? Et donc, il m'a donné son autorisation et qu'il y a eu des problèmes de santé. Alors, encore une fois, je peux pas faire le lien, je peux pas dire si tout ça a eu un lien direct avec les problèmes de santé mentale qu'il a à l'heure actuelle, mais c'est quand même lui qui a eu le plus de problèmes de santé depuis sa naissance, sachant qu'on habitait à Paris, donc beaucoup plus pollué qu'après quand on est allé habiter en Normandie et maintenant à Albi, même si on a une pollution différente, j'en reparlerai, et que sa nounou, la dame qui le gardait, elle habitait juste à côté du périph'. Elle était dans des bâtiments HLM à Jaurès, donc moi je prenais le métro. Vous connaissez le niveau de pollution du métro parisien? Non, vas-y, dis pour ceux qui nous écoutent, Alors, parce qu'on a beaucoup de Parisiens qui nous écoutent. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres, mais c'est élevé. C'est extrêmement élevé. Donc on prenait le métro. Quand on rentrait en bus dans la poussette, il était à hauteur de pot d'échappement. La nounou le promenait en poussette, pareil. Et elle habitait juste à côté du périph'. Il était gardé une partie de la journée, une grande partie de la journée, parce que je travaillais tôt. En plus, tu vois, entre mon mari qui le déposait, moi qui le récupérais, il avait des grosses amplitudes là-bas. Donc, tout ça, c'est un fait, et c'est des informations qui sont importantes à délivrer. C'est-à-dire que de dire aux parents de faire très attention. Maintenant, tu sais, avec les 1000 premiers jours, l'opération des 1000 premiers jours, il y a beaucoup plus d'informations qui sont délivrées par rapport à ça. Mais mon fils aîné, il a 25 ans. Donc, je te parle il y a un quart de siècle. Et à cette époque-là, on n'avait aucune information à ce sujet. J'aurais fait autrement. J'aurais été extrêmement vigilante, notamment par rapport à cette histoire de peinture, par rapport aux meubles. J'aurais pris soit des meubles d'occasion, soit j'aurais fait ce qu'on recommande maintenant. Si vous achetez du neuf, achetez-le à l'avance, mettez-le dans une autre pièce à dégorger pour que, quand vous l'installez dans la chambre de bébé, il ait dégorgé au maximum ses composés organiques volatiles et qu'il y en ait le moins dans l'air possible. Donc, par exemple, des parents qui vont avoir un enfant ou qui ont déjà un enfant, la recommandation, c'est de faire attention à la type de peinture qu'on prend. Oui. Il y a des peintures qui sont plus saines que d'autres. Tout à fait. Qui ont moins de produits toxiques et, comme tu dis, des composants volatiles. La deuxième chose, c'est de laisser les meubles dans une pièce s'ils sont neufs pendant un certain moment. C'est quoi la consigne? 2, 3, 4 mois? Je crois que c'est moins que ça, hein, c'est quelques semaines. Quelques semaines. Je ne voudrais pas dire de chiffres erronés, je pense que vous pouvez trouver l'information. Mais déjà, juste d'avoir une idée que c'est pas 2 jours. D'avoir une idée que c'est pas 2 jours. C'est pas j'achète, j'installe la chambre et quand quand on rentre de la maternité, on le met dans sa chambre. D'autant plus que maintenant, les recommandations qui n'étaient pas celles à l'époque sont maintenant pour réduire les risques de mort subite du nourrisson. Maintenant, on nous recommande de garder bébé dans la même chambre des parents les 6 premiers mois. Pareil, c'est une recommandation que j'aurais bien aimé avoir à l'époque, hein, si tu veux, parce que moi, mon fils aîné, je l'avais mis dans une chambre à côté, donc je me levais la nuit pour l'allaiter. Et puis ensuite, quand on a déménagé, qu'on l'a mis dans sa chambre, il avait la tétine. Et ça, fatale erreur, hein.
Enfin, je veux dire, quand on peut faire autrement, essayer d'éviter la tétine. Ce qui s'est réveillé la nuit juste parce qu'il avait perdu sa tétine. Donc, je me levais juste pour lui rendre sa tétine. On est tous et toutes dans cette situation. Et même si on a Donc, 10 dans le lit, ils trouvent voilà. quand même pas la tétine. Voilà. Donc, bon, c'est toujours très, très difficile hein, de donner des conseils, des recommandations. Comme je dis souvent, on est un peu en mode survie. Et J'ai puis beaucoup... ça nous rassure puisque tu ne l'as pas fait non plus. Tu Oui, sais ah ce que oui, c'est les complètement. bonnes choses à faire, mais tu n'as pas fait non plus. Donc, on fait comme tu dis, comme on peut, avec les Exactement. infos qu'on a Voilà. à l'instant T. Tout à fait. Sachant que moi, pour les autres, j'aurais pas donné la tétine. Oui. Même si des fois j'ai craqué, que j'aurais filé, comme j'aurais donné un peu tard, ils l'ont recraché, ils en ont pas voulu, et puis je les ai gardés au sein parce que j'allaitais, et donc voilà. J'ai fait office de tétine géante Pendant 10 ans. voilà, quasiment. Mais bon, voilà, on fait comme on peut, et effectivement, on est des fois en mode survie. Moi, je les ai pris. On a fait du cododo. Au deuxième, au troisième, ça a été bon, c'est bon, j'allaite, j'ai viré le mari, j'ai gardé le lit pour moi et la petite, et pour les garçons. On a mis du sidecar, le lit à côté pour le second, mais dès que je le posais dedans, de toute façon, il se réveillait, donc il a dormi avec nous, avec moi sur une tranche. Enfin, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que je suis passée par là, parce qu'il y a un moment, c'était ça ou c'était l'effondrement, quoi. Quand on est réveillé X fois par nuit, que ce soit pour une tétée, pour un cauchemar, pour une tétine, pour quelque chose. Ce qui est très, très important, et je sais que c'est un message qui est déjà passé plusieurs fois dans tes podcasts, c'est si on choisit le cododo, on se renseigne et on choisit la sécurité. Ce qui est très important, c'est de ne pas étouffer son bébé pendant la nuit quand on est fatigué, surtout si on prend des produits qui font que le sommeil va être plus profond. Donc l'idéal, c'est le lit à côté pour que chacun ait son espace, hein. Mais en tous les cas, de sécuriser bébé, les parents, de façon à ne pas avoir d'accident. Mais après, si on reprend qu'on prend les sociétés plus anciennes, c'est-à-dire tout le monde dort ensemble, hein. Bien sûr. Dans nos sociétés occidentales, où il faut que quand on revienne, on puisse rentrer dans son slim, mettre son gamin dans la chambre d'à côté, retourner travailler, que nos enfants fassent leur nuit et qu'on ne dérange personne. Parce que c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est, et après, on voudrait un réarmement démographique. Mais pour que les parents aient envie d'avoir des enfants, il faut que toute la société se mette vraiment à les aider. Et notamment à ne pas être dans le déni par rapport à ça. C'est-à-dire que, partager les connaissances, faire en sorte que les parents sachent très tôt quelles sont les difficultés de sommeil qui sont liées à un problème organique. C'est-à-dire qu'on voit fleurir énormément d'aides à la parentalité, d'aides au sommeil de l'enfant, qui sont des aides qui sont personnalisées pour aider son enfant à dormir en autonomie, à se rendormir. Mais si cet enfant il a du mal à respirer, vous pourrez faire ce que vous voulez, il va se réveiller et puis il va avoir du mal à s'endormir. Et donc il faut aussi avoir vraiment conscience que c'est pas anecdotique, ces troubles respiratoires du sommeil. La rhinite allergique, c'est 25% des enfants. C'est un enfant sur 4. J'en ai chez moi. Ouais. L'asthme, c'est 10% des enfants, c'est un enfant sur 10. Et ces enfants-là, ça commence par le nez qui respire pas bien. Et des solutions, il y en a. Le dépistage des allergies, on peut le faire très tôt. Le traitement médicamenteux, on peut le faire très tôt. La chirurgie, on peut la faire très tôt. La rééducation oromaxillofaciale avec le kiné, tout ça, ça peut être mis en place tôt. Ça va dépendre de la formation des kinés, des orthophonistes, tout ça. Or, nous, on voit en consultation des enfants qui ont des années de bilan, d'orthophonie, de psychomote, d'orthoptiste, de choses, et où... alors, c'est mieux maintenant, mais des fois, il manque la personne qui a fait un pas de côté de se dire est-ce que la nuit, comment ça se passe la nuit? Et de poser les questions, en fait, d'être systématique. Est-ce qu'il y a du ronflement? Est-ce qu'il transpire? Est-ce qu'il bouge beaucoup? Est-ce qu'il se réveille? Est-ce qu'il est fatigué? Et d'examiner l'enfant. Moi, c'est ce que j'explique en formation. On a monté avec mes consoeurs en 2017 une association, donc qui n'est pas celle de Marmotte, mais qui est une association nationale, qui s'appelle IDEAS, IDEAS en anglais, Interdisciplinarité enfants, adolescents et sommeil, pour aider les professionnels de santé à se former et à créer des réseaux de soins pour pouvoir soigner les enfants par rapport à toutes ces problématiques.
Et donc avec Ideas, je me suis perdue, je sais plus ce que je voulais vous raconter. On a effectivement, on forme et voilà, c'est là que je voulais venir. On explique aux professionnels et notamment aux médecins que la première chose qu'il faut faire, c'est regarder l'enfant. Tu vois? Le regarder, de voir comment il est, est-ce qu'il est agité, est-ce qu'il touche à tout, est-ce qu'il est tout le temps la bouche ouverte, est-ce qu'il a les yeux cernés, est-ce qu'il a le visage allongé, est-ce qu'il a le menton en arrière, est-ce qu'il a les lèvres sèches qui font penser qu'il respire bouche ouverte, de l'examiner une fois qu'il est assis, puis allongé, comment est la forme de son palais, quelle est la taille de ses amygdales, quelle place elles prennent, comment est sa langue, comment il la positionne, est-ce qu'il y a un problème de frein de langue, lui faire lever la langue, regarder son articulé dentaire. Ça, c'est des choses que j'ai, moi, apprises ces dernières années en allant à des formations spécifiques parce que je me suis intéressée à ça et que en parallèle, mes enfants passaient par tout ce process. C'est-à-dire qu'ils ont eu effectivement la chirurgie, des végétations, des amygdales, l'orthodontie pour retrouver de la place, la rééducation, le traitement des allergies, le dépistage des allergies, et tout ça de manière soit séquentielle, soit en même temps, suivant l'âge auquel le diagnostic est fait. Puisqu'en fait, nous, en tant que praticiens, on va avoir des enfants tout petits, en moyenne section, des enfants de primaire, des enfants en collège, des jeunes lycéens. On va pas avoir les mêmes propositions suivant l'âge de l'enfant, en fait. En t'écoutant, je me dis, wow, sur mes 3 enfants, je coche beaucoup de cases sur plusieurs d'entre elles. Mais je le sais, on est suivi et nous, il va y avoir une opération des amygdales dans pas longtemps. Mais comme toi, je me dis, mais si j'avais su tout ça, j'ai eu un bébé, dès la naissance, il y avait un truc qui était différent. Tu vois, tu te dis, c'est pas gérable et j'avais pas les ressources comme toi. Les yeux cernés, on tilte pas, mais en fait, c'est ça que tu dois te dire, toi, quand tu regardes tes vidéos, tes photos. Ah non, complètement. Le menton, la bouche. Complètement. Mon second, c'est simple. Quand on regarde toutes les photos de l'époque, il y a même une vidéo, c'était son anniversaire, il mange un gâteau au chocolat. Il a une voix nasonnée, c'est-à-dire qu'on entend que c'est complètement encombré. Et il est tout le temps bouche ouverte. Sur toutes les photos et les vidéos. Mon fils aîné, quand je suis arrivée en Normandie, à 2 ans, le premier pédiatre qu'il a vu, il m'a dit, mais alors lui, il a eu le premier coup d'œil. Il m'a dit, il a un visage adénoïdien, je connaissais pas l'expression, c'est un visage long. Et en fait, mon mari a un visage comme ça, qui est anormalement allongé du fait de la respiration buccale. Il était en respiration buccale, il a regardé ses amygdales, elles étaient énormes, il m'a dit, écoutez, il a des grosses amygdales, sachez que on n'opère plus beaucoup pour les angines à répétition, puisque les enfants ont moins d'angines à répétition, mais maintenant, on a quand même une indication sur les apnées du sommeil. J'en avais jamais entendu parler. Et puis au final, c'est un autre pédiatre qui les a pris en charge, qui m'a dit, non, ton fils, il grandit bien, il va bien. Et moi, mon cœur de maman, sur le coup, a voulu entendre, ton fils, il grandit bien, il va bien. Il va bien. Tu vois? Alors que je remercierai toujours ce pédiatre, puisque il a semé la graine. J'ai eu l'info quand même. C'est ce que je fais moi, cette fois en consultation. J'ai pas voulu l'entendre sur le moment. Mais au final, quand il y a eu d'autres soucis, et un jour, il a eu une apnée devant moi en voiture. On partait, on revenait, je sais plus, de voyage, il était derrière, il s'est endormi, la tête est partie en arrière, et il s'est arrêté de respirer. Et moi, j'étais à l'avant, j'étais enceinte de mon 3e, donc je dégrafe on était sur l'autoroute, ma ceinture, je passe à l'arrière, je lui remets la tête droite, et il se remet à respirer. Et ça a duré quelques secondes, si tu veux, mais ça paraît interminable. Et je me souviendrai, je me revois regrafer mon truc, enceinte jusqu'aux dents, en me disant, demain matin, je rappelle Emmanuel, qui est un collègue, donc un autre collègue ORL, à qui j'avais montré mon fils l'année précédente en lui disant, est-ce que tu penses qu'il faut l'opérer? Parce que, tu vois, il y a 2 ans, on m'avait dit que, et puis je l'entendais ronfler, mais je m'étais mise sur le pas de la porte, j'avais pas entendu faire d'apnée, donc je me suis dit, bon, le pédiatre me dit que ça va bien, qu'il grandit bien, il est moins malade que quand on était à Paris, j'ai temporisé en fait. Je lui ai posé la question, il m'a dit, oui, si tu veux. Le oui, si tu veux. Il y a un moment, je suis professionnelle de santé, mais quand je suis là, je suis maman. Donc, j'aurais eu besoin qu'ils me disent oui, je pense que c'est important. Mais pareil, c'était pas sa spécialité.
Il m'a dit: «Oui, si tu veux». Puis bon, j'ai eu un peu peur, comme beaucoup de parents, donc je me suis dit: «Comment ça allait mieux?» Je lui ai dit: «On va attendre». Et en fait, l'année suivante, quand il a fait son apnée dans la voiture, j'ai dit à mon mari: «Non, c'est bon, on va arrêter de lui tourner autour. On va arrêter d'attendre. Ça fait trop longtemps qu'on se pose la question, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas». Et je l'ai rappelé en lui disant: Emmanuel, alors, comment te dire? J'accouche dans 2 mois. Est-ce que tu peux me l'opérer avant, Avant. s'il te plaît?» Donc voilà, il l'a opéré avant. Et juste pour te dire, sur le «il grandit bien, il pousse bien», mon fils, il était en haut des courbes sur la taille, mon mari est grand, 1,82 m, il était en bas des courbes sur le poids. Il y avait pas de cassure. Et ben, tu me croiras, il a été opéré et quelques semaines après et quelques mois après, si tu veux, déjà, il s'est remis à manger normalement. Enfin normalement. Il mettait 3/4 d'heure à finir ses assiettes, mais c'était mon premier, donc pour moi, c'était juste que, bah, voilà, il prenait son temps. Et donc il me dit: «Ah, c'est facile de manger». En fait, il s'est mis à engloutir ses assiettes et il a repris du poids et il a grandi, il a fait un bond de croissance. En fait, comme si on avait, libéré un truc. Il est passé au-dessus de la courbe au niveau de la taille et il est arrivé au milieu de la courbe au niveau du poids. Il a fait ce qu'on appelle un rattrapage staturopondéral qui, en fait, a révélé un ralentissement staturopondéral qui n'avait pas été vu à 5 ans et demi. Il fait 1,85 m maintenant. Bah, ça, je l'ai constaté, il n'aurait pas été opéré, j'aurais pas vu, tu vois? Et tu parlais tout à l'heure que ça avait un impact sur le comportement de l'enfant. Je vois très bien ce que c'est. Je vois une de mes filles se réveiller déjà énervée le matin, déjà de mauvaise humeur, à faire une crise s'il y a ce qu'il faut pas savoir ce qu'elle veut manger, tout ça. Est-ce que après avoir été opérée, les crises ou cette incapacité, la frustration, voilà, la difficulté, s'est atténuée? Oui, alors clairement, que ce soit pour mes enfants, mais pour les patients qui vont en consultation, quand il y a une amélioration, les premières choses que les parents rapportent, c'est l'humeur. C'est des enfants qui se réveillent et qui te disent, avec les parents qui te disent: «Mais ça y est, on revit quoi, enfin, je rencontre enfin mon enfant, il y a plus de crise le matin, il se réveille, en étant de bonne humeur», et je me rappellerai toujours, d'un jeune, alors lui, je sais plus quel âge il avait, il devait avoir 11 ans, quelque chose comme ça, et la maman me disait ça et il la regarde et lui dit: «Tu vois, toi qui me grondais tout le temps en me disant que», et elle était un peu embêtée et c'est moi qui lui ai dit, je lui ai dit: «Écoute, ta maman, elle savait pas». Donc elle pensait, comme beaucoup de parents, que c'était ton caractère, que t'étais vilain, que t'étais difficile, que ton comportement venait de ton caractère. Or elle a découvert comme toi que c'est parce que tu avais, ce problème de santé et que maintenant vous êtes tous les 2 contents. C'est pas la peine de faire un procès à ta mère, quoi. C'est pas de sa faute. Je veux dire, elle a subi comme toi. Et on est tous contents que ça aille mieux. Et c'est vrai que c'est une des premières choses qui s'améliorent, c'est les troubles de l'humeur. Parce que même nous, hein, enfin, je veux dire, t'es enrhumé, t'es fatigué, t'as mal dormi, t'as pas assez dormi, tu te réveilles le matin, t'es de mauvais poil, la journée, faut pas te parler. Enfin, bon, en tous les cas, voilà, moi j'avais la réputation, je me souviens d'un collègue quand j'étais en Afghanistan qui disait, Madia, de toute façon, le matin, faut pas lui parler avant qu'elle ait son café. Hein. C'est vrai. Et je comprends mieux maintenant pourquoi, parce qu'en fait, moi, je suis comme mes enfants, c'est-à-dire que j'en ai reparlé avec ma mère. J'ai été opérée des végétations quand j'étais petite. J'ai mis longtemps avant de parler. Donc, je ne sais pas parler dans les symptômes de troubles d'acquisition du langage oral, mais ça en fait partie, hein, des enfants qui ont des troubles d'acquisition du langage oral. J'ai été longue à marcher. Je me suis rattrapée depuis. Hein. Et j'avais beaucoup d'infections respiratoires. À l'adolescence, j'ai eu, donc j'avais le décalage classe 2, la mâchoire trop étroite, on m'a enlevé des dents, on m'a fait de l'orthodontie. Et en réalité, là, à l'âge adulte, j'ai quand même des apnées du sommeil de l'adulte parce que ma mâchoire est trop petite. Parce qu'en fait, quand on nous enlève des dents, enfant, pour réaligner, certes, on réaligne, mais ça donne pas plus d'espace. Il faut faire l'orthopédie pour écarter ça. Et chez l'adulte, en fait, on est obligé de passer par de la chirurgie. Ah oui. Chez l'enfant, c'est malléable. C'est pour ça qu'il faut prendre tôt. Voilà. Et donc, plus tôt on le prend, plus tôt on leur libère l'espace, c'est-à-dire plus tôt l'opération a lieu, plus tôt on peut mettre en place la rééducation avec le kiné pour bien réapprendre et réengrammer. Parce qu'en fait, opérer, mais si derrière on ne fait pas de la rééducation,
l'enfant il continue à respirer bouche ouverte. Il n'a pas appris à fermer la Voilà. bouche et mettre la langue au palais. Ouais, tout à fait. Mm. Son cerveau a engrammé le fait que il a gardé en mémoire le fait qu'on respirait par la bouche à langue basse. Et donc ça, c'est là où les orthophonistes et les kinés nous aident en apprenant aux enfants à bien repositionner la langue. Et encore une fois, la pluridisciplinarité, c'est hyper important dans les prises en charge, surtout chez les enfants, pour que tout le monde travaille de concert. Tu as créé un petit livre avec une application aussi, un sommeil de marmotte, pour développer des outils. Comment est-ce que ça peut aider les familles à la compréhension, tu vois? Pourquoi est-ce que vous l'avez créé, ce livre avec des petits... C'est très mignon. Des petites marmottes qui vont se coucher pour l'hiver, et le pauvre, quand il se réveille, il est toujours fatigué, alors qu'il a dormi tout l'hiver, il a hiverné tout l'hiver. Voilà, donc les parents, ils se disent, il y a un problème, et ils l'emmènent voir Maître Dodo. Ouais, si vous regardez sur YouTube, je montre le livre. Ouais. Donc oui, comment ça peut aider? Pourquoi tu as voulu créer ce support de livre? Alors, parce que, en fait, quand j'ai commencé à vraiment interroger les patients, à poser des diagnostics, je me suis heurtée à beaucoup d'incompréhension. Parce que j'étais sur un environnement où on n'en avait pas entendu parler, et puis moi, je suis arrivée comme un éléphant dans un magasin de porcelaine en disant aux parents, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Et je me suis dit, ce serait chouette d'avoir un outil qui permette de réexpliquer les choses simplement, et notamment d'avoir une conversation entre les parents et les enfants. Et j'ai lu énormément, j'adore lire, les enfants, j'ai lu des dizaines et dizaines d'histoires à mes enfants, et donc je me suis dit, quoi de mieux qu'un livre qu'on puisse remettre en consultation, que les parents puissent acheter. J'avais eu connaissance d'une autrice, Julie Eugène, qui est sur Albi. Donc je l'ai contactée, j'ai créé une association pour récolter de l'argent, et je lui ai demandé de créer un livre. Et donc c'est elle qui a créé le personnage, l'histoire, à partir de ce que je lui ai expliqué, de quels étaient les symptômes et comment on pouvait faire pour soigner les enfants. Et à partir de là, j'ai rencontré le docteur Marc Sapen, qui est sur Bordeaux, que vous connaissez peut-être, qui est très très actif sur tout ce qui est information grand public, qui a créé plusieurs associations. Et ils ont, avec d'autres collègues, créé un hackathon, c'est-à-dire, c'était en 2016, un Respiration, où on pouvait proposer une idée d'application. Et donc moi, je suis arrivée avec Sommeil de Marmotte en disant, on pourrait transformer ça en application, dans laquelle on aurait une entrée pour les parents, une entrée pour les enfants. L'entrée pour les parents, ça explique tout ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure, donc comment prévenir, comment diagnostiquer, comment soigner l'apnée du sommeil. Et pour les enfants, plein de petits jeux. Et donc, c'est une entreprise d'Albi Numix qui a développé l'application pour nous. Plein de petits jeux pour que l'enfant joue à comprendre pourquoi on va chez l'ORL, pourquoi on va chez l'orthodontiste, pourquoi on va chez le kiné. On a fait avec Meryl Menoukian, qui est une kiné aussi de Bordeaux, qui est très active sur les réseaux sociaux. Je vous conseille de la suivre sur Instagram. Elle développe beaucoup d'outils. Elle nous a mis à disposition des vidéos aussi. Vous pouvez trouver sur le site internet d'IDEAS sur comment faire cette rééducation à la maison, de façon à rendre un peu ludique quelque chose qui est rapidement rébarbatif. Parce que moi, je l'ai fait avec les enfants, c'était l'orthophoniste qui expliquait comment il fallait mettre la langue au palais, comment il fallait que la langue, et ainsi de suite. Et moi, j'étais là, tu pars bosser, tu déposes les enfants à l'école, et puis là, t'es dans la voiture. Ah oui, au fait, c'était quoi tes exercices, là? Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'elle a dit qu'il fallait faire? Parce que entre 2 séances, on est censé les faire à la maison pour que ça fonctionne. Et donc, je me suis dit, si on les fait, si on les met sur l'application, ça va être rigolo parce que l'enfant va les faire 5 minutes tous les jours, 10 minutes tous les jours avec Martin. Et puis même, tout le monde dans la famille va le faire. La maman, les enfants, exactement. Comme ça, nous aussi, on remet bien la langue où il faut. On met bien la langue où il faut. Et donc oui, c'est une application qu'on a voulu gratuite, qu'il n'y ait pas... Il n'y a pas de merchandising, il n'y a pas de... moi, je fais tout ça bénévolement depuis que j'ai créé l'association en 2015, de façon à ce que cet outil, tous les parents, tous les enfants puissent s'en emparer. Je sais que j'ai des collègues kinés qui me disent qu'ils s'en servent et qui la conseillent aux parents et aux enfants. Ouais. Bon, je pense que déjà, avec tout ce que tu nous as dit, à la maison, il va y avoir des petites enquêtes auprès de ces enfants pour savoir est-ce que ça peut rentrer dans un tableau clinique. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu voudrais dire aux parents qui ont des doutes, qui se posent des questions? Est-ce qu'il y a une chose à retenir, si on devait un petit peu résumer, il y en a beaucoup, mais
que tu penses est la plus importante? Observez vos enfants quand ils dorment. Et s'il faut, filmez-les. Parce que avec les téléphones portables maintenant, on peut faire des films. Et moi, quand les parents arrivent avec un film où je vois comment l'enfant respire, je peux déjà quasiment faire le diagnostic. Déjà, je peux le faire en consultation. Et ça permet, quand même, quand on va voir le professionnel, de montrer. Et si vous avez un professionnel qui vous dit « tout ça, c'est n'importe quoi, c'est un effet de mode », bah, vous demandez aux parents des copains et des copines si eux, ils connaissent quelqu'un d'autre, parce que malheureusement, on peut pas se contenter de ce genre de réponse. Il faut vraiment pouvoir rencontrer quelqu'un qui puisse vous dire non, je pense que votre enfant dort bien, qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là, ou oui, il y a des choses à faire et je vous recommande de voir tel kiné, tel ORL, voilà, de pouvoir vraiment avancer, que de balayer ça d'un revers de la main, parce que c'est une perte de chance pour les enfants. Il y a des enfants qui ont des scolarités très chaotiques, des difficultés comportementales pour lesquelles on peut agir quand même très tôt. Est-ce que je peux faire ça avec mon mari ou pas aussi, s'il ronfle? Oui. Ça marche pour les adultes? Oui, complètement. Je sais que tu vois beaucoup d'enfants, mais tu vois aussi... moi, je vois 2 tiers, 1 tiers. Ouais. Hein, c'est-à-dire que je vois des adultes et des enfants, parce qu'au départ, je suis pneumologue d'adultes. Hein, et donc, je vois beaucoup de familles, parce qu'en fait, on est sur... une petite ville, donc ça m'arrive de voir les enfants et puis qu'au final on m'amène le papa, la grand-mère ou à l'inverse que je vois le grand-père ou la grand-mère et qui eux finalement voient l'information dans la salle d'attente ou que je leur en parle et qui en parlent et que je vois les enfants, les petits-enfants et que j'ai plusieurs membres de la famille qui sont suivis par moi ou par mes collègues. D'ailleurs, c'est une des dernières questions mais que je ne t'ai pas posée, c'est génétique? Il y a une partie génétique. Voilà, okay. Ouais, complètement. Donc, en tant qu'adulte, si on sait qu'on a eu ça enfant, on peut se poser la question pour nos enfants. Complètement. Quand on est adulte et qu'on a un diagnostic qui est posé de syndrome d'apnée du sommeil de l'enfant, il faut se poser, regarder ses enfants et les informer quand ils sont plus grands, même pour les petits-enfants. Et inversement, quand les enfants ont un diagnostic qui est confirmé, se poser la question de son propre sommeil. Moi, j'ai des parents des fois qui me regardent et qui me disent « Non, mais on s'occupe des enfants d'abord ». Moi, je leur dis « Moi, je vous délivre l'information ». Quand on diagnostique les enfants, souvent on a les parents, souvent même on a les deux. Maintenant, vous, quand je les regarde, des fois juste sur la morphologie, je leur dis vous êtes comme ça, comme ça. Vous avez le visage un peu allongé, vous avez les lèvres sèches, vous êtes en respiration buccale, vous avez le menton un peu en arrière. Il est possible que. Voilà, vous avez l'info et des fois ils viennent 1 an, 2 ans après, ils disent bon maintenant qu'on s'occuper des enfants. À moi. À moi, ouais. C'est vrai, parfois on peut pas tout faire en même temps. Oui. Ça demande quand même beaucoup d'énergie de faire suivre des enfants sur des pathologies comme ça. Complètement. Déjà, juste comme tu disais, de sortir du mode survie. Donc on s'occupe des enfants et après on va pouvoir respirer et se dire ok, moi, qu'est-ce que j'ai? Tu peux me diagnostiquer, j'ai quelque chose ou pas? Si tu me regardes depuis 1 heure. En off. Vas-y. Je t'écoute. Non, mais peut-être que ça veut dire aux gens. J'ai une petite mâchoire, je sais. Je respire pas par la bouche, mais j'ai les yeux cernés. Exactement. Et il y a quelque chose qui m'a frappée là en écoutant ton dernier podcast où tu expliques que tu as mis plein de choses en place pour te réapproprier un sommeil de bonne qualité suite à la visite de Pierre-Philippe. Il faut bien savoir, comme adulte, quand on prend des benzodiazépines à des moments où on est très anxieux, on a besoin d'essayer de retrouver ne serait-ce qu'un endormissement, si on a des insomnies d'endormissement parce qu'on a des soucis particuliers, tous les médicaments de la famille des EPAM, Brazépam, Lortazépam, enfin tout ce qui est les benzodiazépines, Moi j'avais pris Xanax, j'avais pris, c'est ça. Oui. Xanax, Lexomil et autres, dans leur propriété, il y a l'anxiolyse, c'est anxiolytique, donc ça enlève l'anxiété, mais c'est aussi mieux relaxant, c'est-à-dire ça relâche le muscle. Qui dit relâche le muscle, dit que la nuit, si on a tendance à avoir besoin de faire des efforts respiratoires parce qu'on n'arrive pas à respirer normalement, qu'on est obligé de compenser avec des muscles respiratoires et notamment pharyngés, ça va relâcher ces muscles et ça va aggraver les troubles respiratoires obstructifs. Ce qui peut expliquer certains réveils à 3h du matin, certains réveils à 5h du matin sur les phases de sommeil paradoxal où on a un relâchement musculaire qui est physiologique, qui peut être approfondi et aggravé et donc démasquer des troubles respiratoires obstructifs. Donc on enlève l'anxiété, mais on aggrave les troubles respiratoires du sommeil. Bon, ça fait 3 ans que j'en prends plus, mais je note ce que tu... Merci beaucoup. Merci vraiment, parce que je pense que, comme tu disais, tu fais un travail de longue haleine pour informer la population générale, que de toute façon, ça va être
de plus en plus de personnes touchées. Complètement. Et qu'on n'entend pas encore assez ce discours de manière santé publique. Je pense que c'est ce que vous faites, vous essayez d'alerter. En revanche, vous voyez les gens, ça c'est sûr, qui s'inquiètent et qui ont des problématiques. Donc je pense que là, grâce à cette... Un peu, c'est une masterclass que tu viens de nous donner. Bah, ça va aider plein de gens à faire le tri aussi, plein de parents à se dire, ok, bah, peut-être que mon enfant ou moi, on rentre dans ces cases-là, ou on va les vérifier. Et on va peut-être avoir une vie un peu plus sereine. Complètement. C'est le but. Parce que il y a des mauvaises habitudes, entre guillemets, qui s'installent. Je disais, mon fils aîné, la résistance à l'endormissement ou des réveils nocturnes. C'était mon 3e qui était hyper facile, mais qui se réveillait 3 fois par nuit. Ma petite dernière aussi. Mais en fait, on dit, enfin, il y a certains pédiatres qui vont nous dire que 80% des problèmes de sommeil sont liés à la mauvaise réponse des parents. Moi, je suis pas d'accord. Clairement, je suis pas d'accord. Je pense que on peut accompagner les parents dans la réponse qu'ils vont apporter, mais il faut vraiment faire un pas de côté et être systématique. À partir du moment où on est systématique, on pose des questions, on regarde, on examine l'enfant pour essayer de voir si c'est un problème organique et qu'on règle ce problème organique. S'il y en a d'autres dont on n'a pas parlé, le syndrome des jambes sans repos et d'autres anomalies du sommeil qui sont plus rares, qu'on soigne ça. Les parents te disent, il n'y a plus de problème d'endormissement, il n'y a plus de problème de réveil nocturne. Et en fait, eux, dans leur réponse à leur enfant, qui est de l'accompagner quand... Je veux dire, tu en parlais sur d'autres podcasts, laisser son enfant hurler la nuit parce qu'on veut plus se lever, non, c'est pas une solution, c'est de se poser la question, pourquoi il se réveille? Parce qu'en fait, dans les cycles du sommeil, les éveils entre cycles, quel que soit l'âge, sont physiologiques, mais ce qui est physiologique, c'est de se rendormir. Et moi, j'ai allaité mes enfants, ils se sont endormis au sein, c'est pas pour ça qu'ils se réveillaient la nuit. Quand ils se sont réveillés la nuit, c'est parce qu'il y avait un problème organique, ils ne sont pas tous réveillés la nuit, pourtant, ils se sont tous les 4 endormis au sein, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à ces solutions dont les parents ont besoin, qui est de dire, il faut leur apprendre un endormissement autonome et autrement. En fait, s'ils sont sécurisés, notamment si leur cerveau sait que la nuit va bien se passer, qu'ils vont pas avoir des apnées toute la nuit, la sécurité des parents, ils savent qu'ils sont là. Mais en fait, leur cerveau, il a besoin de savoir qu'ils vont respirer normalement et qu'ils vont pas avoir une microfragmentation de leur sommeil. Et donc, on a, nous, un podcast qui s'appelle Sommeil, un sésame pour la vie, dans lequel j'invite des professionnels que je rencontre à parler justement de leur expertise, des soins qu'on peut apporter aux enfants et de ce qui les a amenés aussi, parce que souvent c'est des histoires singulières à s'occuper de sommeil de l'enfant. Ouais. On a tous une petite porte d'entrée personnelle. Exactement, c'est ça que tu veux dire sur le sujet. Merci beaucoup Madiam, merci vraiment. C'était hyper intéressant et très dense. Je pense qu'il y en a qui vont le réécouter plusieurs fois. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos. C'est génial, c'est ce que je voulais, donc merci à toi. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence et je vous suis infiniment reconnaissante de faire partie de cette aventure extraordinaire de la parentalité. Vous êtes peut-être nouveaux parents, futurs parents, vous êtes peut-être oncles, tantes, amis. En tout cas, merci de vous intéresser à ces sujets qui sont primordiaux. Et pour ça, vous pouvez surtout faire quelque chose, partager ces épisodes autour de vous parce que ça a un impact immense pour la société si on veut construire quelque chose qui nous ressemble. Merci, prenez soin de vous.